Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Frais Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Pour le numéro d'émission de ce matin, chers amis internautes, comme invité, j'ai Jean-Marius Gbenou-Wessou, il est maître S-lettres de philosophie spécialiste de l'éthique et de la politique. Il est acteur politique soutenant les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Avec lui, on essaiera de parler de la révision de la Constitution, de la démocratie béninoise, de l'approche de la gouvernance du président Patrice Talon et de la candidature de Romuald Wadaï. Mais avant de le retrouver, vous connaissez si bien les rubriques phares, notamment la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la paille des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques, sans occulter le panel de discussion. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette titre « Révision de la Constitution au-delà du Sénat, les subtilités ». Le Canard écrit que outre la création du Sénat et le mandat présidentiel qui a changé, c'est tout le paysage institutionnel et politique béninois qui change avec la modification au petit matin de ce samedi 15 novembre 2025 de la Constitution du 11 décembre 1990 telle que modifiée le 7 novembre 2019. Cette modification ouvre la voie à diverses interprétations, lesquelles vous sont exposées à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, litige autour d'une rue fermée pour habitation lotie à Zogbadje. Les riverains victimes d'inondations appellent la municipalité au secours. Le cri d'alerte est à retrouver en page 4. Publication tendant à appeler à la rébellion. Bancolé Amur, Akkad arrêté. Retrouvez ce qui lui est reproché concrètement à la page 6. Patrimoine culturel immatériel, le Bénin veut inscrire le vaudou à l'UNESCO. À l'oreille droite, journal école, législative de 2025, le dépôt des dossiers déjà ouverts informe l'informateur à travers les productions journalistiques de ce jour de ses étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette parle de l'Assemblée nationale. La Constitution du Bénin à nouveau révisée avec succès. 18 articles modifiés et 15 créés. Le Canard écrit que par voie
par 90 voix pour, 19 contre et 0 abstention. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance plénière du vendredi 14 novembre dernier la loi numéro 2025-20 portant modification de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. En illustration, on aperçoit le président du Parlement, Loïc Béounou-Vlavonou, au moment du vote. On peut lire également à la une du quotidien de service public, révision constitutionnelle, plein feu sur le Sénat. Le quotidien Le Matinal pour ses lecteurs également parle de l'Assemblée nationale, la Constitution du Bénin révisée, écrit le Canard noir sur blanc, et le souligne d'un gros trait rouge. Il mentionne 3 points: les coulisses des tractations au Parlement, les innovations contenues dans la nouvelle loi, les impressions d'acteurs politiques. Les 3 points sont à retrouver aux pages 2, 3 et 10. Communale de 2026, le parti politique Les Démocrates débouté par la Cour suprême, nous renseigne la une de ce matin de Le Matinal. Matin libre à présent, ralliement à la rupture et trêve politique. Quel sort pour les clébés de la mouvance, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2. Assemblée nationale, la Constitution encore retouchée nuitamment, les députés, les dessous du zèle révisionniste, modification des mandats omerta avant l'adoption, excite la contestation de l'action gouvernementale. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison. Ralliement de députés, les démocrates à la mouvance présidentielle, Michel Sodinou, il est temps de jeter le masque, l'article à la page 8. Le Béninois libéré ce matin en manchette avec le candidat de la mouvance présidentielle en la personne du ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadahi, qui est également chargé de la coopération. Le Canada écrit mouvement politique J'aime Wadahi. La coordination de la 16e circonscription électorale prend ses quartiers et s'engage. Le point de cette activité politique dans les colonnes de la livraison. Révision de la Constitution béninoise, Abdoulaye Biotchane salue une nouvelle page pour le développement et la stabilité. Le potentiel, révision de la loi fondamentale le week-end écoulé, la Constitution change de visage, des pouvoirs redistribués, un Sénat créé avec des membres de droit et des prérogatives claires, mandat de 7 ans pour le président de la République, les députés et les élus communaux, perte de siège automatique pour tout député démissionnaire de son parti politique. Joseph Djogbenou, désormais sénateur, sorti de la scène politique avec un rêve présidentiel enterré. De quoi parle le confrère? Lisez des précisions sur notamment les innovations de cette modification constitutionnelle, ses implications politiques et également notamment quelques commentaires à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, coup de filet du service régional de lutte contre la fraude douanière Borgou-Alibori. Le service anti-contrebande intercepte 150 kg de chanvre indien à Malanville. Une patrouille du SRLCF déjoue une tentative de transport clandestin grâce à un contrôle ciblé à Boussoukali. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin. Des députés du parti politique Les Démocrates rejoignent la vague de Romuald Wadahi. Il s'agit bel et bien des 6 députés démissionnaires. 23e circonscription électorale, Jeunesse, Union progressiste, Le Renouveau. Le nom de Blaise Soglo s'impose. Aboumé Boyko Agbanizou et Djidja réclament un représentant de leur génération. On lit également toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, élection générale de 2026. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC alerte sur la prolifération des contenus illicites en ligne. Le meilleur ce matin en manchette, message du président de l'Assemblée nationale après la modification de la Constitution. Je cite, notre pays avance et aucun sacrifice ne sera de trop pour lui garantir une démocratie exemplaire, forte et durable. Fin de citation du site. Loïc Béounou-Vlavonou, président du Parlement béninois. Après la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 par l'Assemblée nationale le vendredi dernier, le mandat du président de la République passe de 5 à 7 ans renouvelable une seule fois. On lit à présent la une de Bénin Intelligent.
Septennat, Sénat, alignement, la nouvelle architecture politique du Bénin, lire les décryptages de Orden Aladati et Robert Gbian. L'opposition dénonce des irrégularités. En l'illustration, on aperçoit le président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, en la personne du député Akenatonde au moment du vote de cette révision constitutionnelle. Gaskiani Info, adoption d'une nouvelle constitution au Bénin entre légitimité et contestation. Ce qui change concrètement, la mouvance se félicite. L'opposition dénonce. On lit à présent la une de Diakpata, La Lumière et ma loi, révision de la Constitution au Bénin, le Sénat créé, les mandats du président, des députés et des maires passent à 7 ans. Ouverture du dépôt des candidatures, Sakalafia engage les partis politiques dans une phase décisive du processus législatif. Le matin à présent, réforme constitutionnelle au Bénin, le Parlement adopte la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 par 90 voix pour, 19 contre. Le Sénat créé, membre attribution et fonctionnement, 7 ans de mandat pour le président, les députés, les conseils communaux. Louis Vlavonou salue une étape majeure pour la démocratie béninoise. On peut lire également à la une de Le Matin de ce matin, diplomatie, le secrétaire d'État du Vatican reçu par le ministre béninois des Affaires étrangères. Les 4 vérités à présent, présidentielle de 2026, expérience Tébé et le Mouvement populaire de libération MPL soutiennent le duo Wadaï-Talata. On peut lire également à la une du même canard ce matin, lutte contre les stupéfiants au Bénin, 165 plaquettes de cannabis saisies près de Malanville, une prouesse du colonel Rodrigue Alofa et de son équipe du service régional de lutte contre la fraude des départements du Borgou et de l'Alibori. Chronique de Christelle Roudonubo Aliouza, l'impact, les traces que nos mots et nos actes déposent dans la vie des autres. Retrouvez la tribune à la page 2. Bénin voulant vendre un œuf d'arc-en-ciel hérité de son feu père, un escroc arrêté. Des détails sur fait divers à la page 8. Le Télégramme, nouvelle révision de la Constitution. Le Sénat créé, les mandats du président et des députés et des maires passent à 7 ans. Louis Vlavonou salue le sens élevé de responsabilité des députés. Retrouvez sa tribune dans les colonnes de la livraison de ce matin. Pour 117 postes au profit du ministère du Travail et de la Fonction publique, du ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et du ministère de l'enseignement secondaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 993 candidats ont composé au concours de recrutement. On lit à présent l'emblème du jour. Constitution révisée, un vote massif de 90 voix pour, 19 contre. Solange Afiavi Meou pour une stabilité politique durable. Joseph Diagbé nous salue une avancée majeure. Le fan club Romuald Wadaï applaudit la révision. On lit à présent la une de Dynamisme Info. Sanctions contre la transhumance politique. Un pan de la Constitution règle le cas comme celui des démissionnaires du parti politique Les Démocrates. On peut lire également à la une du même canard ce matin. Révision constitutionnelle au Bénin. Le parti politique Les Démocrates dénonce un simulacre de procédure d'adoption. Révision actée de la Constitution au Bénin. Les intérêts des acteurs politiques au premier plan. Le peuple au second rang. Décryptage info. Constitution au Bénin. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du parti politique à bloc républicain, salue un tournant décisif et appelle à l'unité nationale. On lit toujours à la une du même canard ce matin, législative de janvier 2026, les déclarations de candidature ouvertes, 2 jours passés sans dépôt. Le quotidien La Boussole, révision de la Constitution. Le Bénin prend enfin son envol avec la bénédiction inattendue de 3 députés, les démocrates. On peut lire également à la une du même canard ce matin, militant engagé au sein de la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Hospice Bégan expose sa vision de la politique. La cloche à présent, nouvelle révision constitutionnelle au Bénin. Le mandat présidentiel passe à 7 ans renouvelable une fois. La révision constitutionnelle est une abominable tricherie selon les démocrates. Patrice Talon rattrape l'échec de 2017. En illustration, la photo de Chantal Aïe. On peut lire toujours à la une du même canard La Boussole de ce matin, démission du secrétaire national à la trésorerie et au patrimoine du parti politique Les Démocrates. Justin Adjovi en donne les raisons. Le transfuge rejoint les pieds joints la mouvance présidentielle. Ce
sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour de la presse locale. Merci de votre aimable attention. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Réunion séance plénière, les députés de la 9e législature ont adopté au petit matin du 15 novembre dernier la loi numéro 2025-20 portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990, déjà révisée en 2019. Le texte a été approuvé par 90 voix pour, 19 contre et 0 abstention sur les 109 députés inscrits et ayant participé au vote. Ce résultat marque une large majorité en faveur de la proposition de loi conformément aux exigences constitutionnelles en matière de révision introduite le 31 octobre dernier par les députés du Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau. La proposition de loi portant modification constitutionnelle vise l'institutionnalisation d'un Sénat afin de renforcer le pouvoir législatif. Cette nouvelle chambre a pour mission de garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis de développement de la nation, de veiller à la défense du territoire et à la sécurité publique. Elle participera également à la stabilité politique, à la continuité de l'État et à l'animation d'un débat politique constructif. Le groupe parlementaire Les Démocrates a réuni les hommes des médias le 15 novembre dernier à son siège à Cotonou pour dénoncer l'adoption au petit matin du même jour à l'Assemblée nationale de la révision de la Constitution béninoise. Le parti juge le processus entaché de graves irrégularités et annonce des recours devant les institutions compétentes. Au micro de Kanté Amoussou et de Anaël Dohou, suivant la déclaration de presse faite par le député des Démocrates, Abibou Wourou Koubou. Une proposition de révision de la Constitution a été introduite lors de la section budgétaire. Alors, cette proposition de révision de la Constitution portait spécifiquement sur l'institution du Sénat dans notre Constitution. Et par rapport à cela, la position du Parti Les Démocrates était assez claire. Nous pensons que, à l'heure actuelle, la question de la Sénat n'a pas fait l'objet, la question du Sénat, excusez-moi, n'a pas fait l'objet du débat au sein de notre peuple. À partir de cet instant, il y avait des préoccupations plus importantes. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été favorables à l'idée de cette révision de la Constitution. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu les étapes pour en arriver à l'adoption de cette Constitution. Je crois qu'il y a deux phases. Il y a la phase de la recevabilité de la Constitution, alors, et la phase de l'adoption. Au niveau de la phase de la recevabilité, pour que cela soit recevable, il fallait 3/4 des députés, soit 82 députés. Je crois que la mouvance avait ses 82 députés. Je crois qu'à cette phase-là, nous avons procédé au vote. Nous avons procédé au vote, mais avant le vote, nous avons décidé quel type de vote fallait-il. Est-ce que ce serait au bulletin secret ou à la tribune? Je crois que la majorité a proposé que le vote soit secret. Et au niveau de la minorité, nous avons souhaité que cela soit à la tribune. Ce qui nous a obligés d'aller au vote. Et comme ils sont majoritaires, d'accord, ils ont remporté le vote et nous avons été contraints d'aller au vote secret. Alors, lors de ce vote, on s'en est sorti avec 22 non et 87 oui. Vous comprenez? Ça veut dire donc tous les députés du groupe parlementaire Les Démocrates
n'étaient pas favorables à la recevabilité de cette révision de la Constitution. Alors, une fois qu'ils ont eu 87 et nous n'avons eu que 22, ça veut dire que la révision de la Constitution est devenue recevable. Il faut passer alors à la seconde étape. Alors, à la seconde étape, puisque c'est au bulletin secret, nous sommes organisés pour que seulement sur les 22, que nous fassions des procurations pour que seulement 11 votent et chacun des 11 avait une procuration. Et c'est ça qui nous permettait d'avoir les 22 votes au complet. Rien ne pouvait nous empêcher, d'accord, de ne pas avoir les 22. Donc c'est sur cette base que nous sommes allés au vote pour l'adoption. Alors, lors de ce vote, les scrutateurs, il faut que je les nomme ici, c'est l'honorable Awanva Augustin et l'honorable Sofiatou Tchanou, tous de la majorité présidentielle, parlementaire si vous voulez. Donc ce sont les deux scrutateurs, ceux qui étaient appelés alors à organiser cette élection-là. Alors, lors du vote, je peux vous assurer ici que les 22 députés ont voté non. Les 22 députés, d'accord, du groupe parlementaire Les Démocrates ont voté le non. Dans les conditions normales, les résultats devaient nous permettre d'obtenir 87 oui et 22 non. Lors du processus, qu'est-ce qui a pu se passer? Lorsque nous sommes vers la fin du vote, comme par enchantement, il y a eu une coupure d'électricité qui est venue arrêter le processus. Oui, une coupure d'électricité, comme on n'en a jamais eu. Et nous avons demandé alors à ce que le processus s'arrête. Mais malheureusement, le courant est revenu et ce processus a continué. Donc, quand le processus a continué, nous avons continué les votes jusqu'à la fin. Et une fois que nous allons commencer à compter, une fois encore, le courant s'est coupé. Une deuxième fois. Le courant s'est coupé une deuxième fois. Alors, les manœuvres ont commencé. Je crois que ça a fait l'objet de vives protestations de notre part pour constater qu'il y a un processus de fraude qui est en train de s'organiser. Et ce, devant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était assis devant nous. Dans l'obscurité, les gens allaient et venaient. Comment c'est possible pour un vote qu'on coupe l'électricité? Est-ce que ce vote-là n'est pas taché d'irrégularité? Est-ce que ce vote est encore crédible? C'est la raison pour laquelle nous avons demandé que le vote soit suspendu. Le courant est revenu. Il fallait encore recompter. Et c'est là on se rend compte que de 22, on est revenu à 18. Oui, on est revenu à 18. Le total faisait 108. On a protesté pour montrer que ça ne faisait pas les 109 que nous avons au début. Protestation sur protestation, on est revenu encore à 19. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Devant la République, où nous avons le président de l'Assemblée nationale,
le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qu'on en arrive à cette tricherie-là de haut niveau, alors qu'il s'agit de notre constitution, notre vivre ensemble. Quelles leçons nous voulons donner à nos enfants? Quelles leçons nous voulons donner à la postérité? Je crois que c'est suffisamment grave pour qu'on ne puisse pas se taire. Alors, comme je vous l'ai dit, si nous avons choisi de faire cette conférence de presse, c'est pour parler au peuple béninois. Au stade où nous en sommes, certaines choses peuvent se passer dans les partis politiques, dans les rues, mais au sein de l'hémicycle, qu'on en arrive à une tricherie si abominable. J'estime que c'est extrêmement grave pour qu'on puisse l'accepter. Et le pire, c'est que ça modifie désormais notre loi fondamentale. Nous pensons que ce vote doit être purement et simplement annulé. C'est la seule solution que nous trouvons. Il faut que ce vote de constitution soit purement et simplement annulé. Parce que ça ne répond à rien. Nous sommes partis sur l'institution du Sénat. De cette institution, il y a eu des amendements, d'accord, qui ont conduit au changement du mandat de 5 ans à 7 ans. Pour les présidentielles d'abord, ensuite pour les législatives et pour les municipales et les communales. Ce qui n'était pas dans la mouture initiale. Mieux, il y a eu des modifications en profondeur que nous n'avions même pas. Et Dieu seul sait aujourd'hui quelle est la dernière mouture qui nous sera présentée. Puisque nous n'avons eu droit qu'au premier rapport. Les autres, nous ne les avons pas. Il y a eu tellement de modifications que pour rien au monde, on ne devait adopter cette nouvelle constitution. Pour le bien de ce pays, si nous aimons véritablement ce pays, je crois qu'il est important qu'on puisse annuler purement et simplement. Oui, pour la simple raison, une constitution, c'est notre vivre ensemble. Le député Soumaïla Boké-Souno a retiré ce dimanche 16 novembre 2025 sa démission du Parti Les Démocrates, annoncée moins de 24 heures plus tôt dans une vidéo largement relayée. Soumaïla Boké-Souno a annulé sa démission du Parti Les Démocrates, expliquant que son premier message est né d'un moment de tension dans la deuxième circonscription électorale. Il parle d'une querelle locale et d'une réaction impulsive. Sa vidéo affirme qu'il n'avait pas pu d'acter une rupture, mais de traduire un malaise interne. Le député a su que sa démarche ne visait pas les débats sur la révision constitutionnelle. Il rappelle ne pas avoir pris part au vote, faute d'avoir été mandatés. Les députés désignés par le parti ont, selon lui, assumé avec brio leur rôle. Après une nuit de réflexion, le député dit avoir mesuré la portée de ses propos. Il affirme que les valeurs du parti restent conformes à ses convictions. Il déclare demeurer membre du parti politique LD et salue la flamme de l'espoir portée par le président Boni Yaye. Dans un autre registre à présent, la Journée mondiale de l'aide humanitaire a été célébrée en différé le 6 novembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. L'événement était placé sous le signe de la solidarité mondiale et de l'autonomisation des communautés locales. Plusieurs organisations internationales étaient à ce rendez-vous et ont présenté leur contribution à l'aide humanitaire au Bénin. Suivons ensemble les propos de leurs représentants de cet élément au micro de Anaël Vianney-Dohou et Elisabeth Iladia. Première Urgence Internationale est une organisation humanitaire mobilisée au Bénin et au Togo depuis 2024. Et l'organisation de cette journée est pour nous un moment fort. C'est l'occasion de mettre en avant nos activités, mais aussi celles de nos organisations, collègues et sœurs sur le terrain, et de mettre en avant tout le travail qui peut être fait par les humanitaires.
dans des contextes parfois difficiles, mais pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Le plus important pour nous, en tant qu'organisation internationale, c'est de beaucoup plus accompagner les populations des personnes déplacées internes. Parce que, quoi que nous savons tous, nous avons évidemment des personnes déplacées internes liées d'abord aux risques et catastrophes. Parce que quand ils se sont déplacés, c'est dû à un événement. Et dans ces événements, quand ils surviennent, l'aide que nous apportons beaucoup plus, c'est le traitement des données. Et nous avons un outil qui s'occupe évidemment de ça qu'on appelle la DTM, c'est-à-dire le matrice de suivi et déplacement. Nous intervenons, nous traitons les données pour les plus savoir les personnes déplacées qui sont rentrées dans le Bénin, les personnes qui sortent du pays pour évidemment avoir un traitement de données par rapport à tous ces enregistrements-là. Évidemment, tout ce travail se fait évidemment en collaboration avec le système des Nations Unies. Et au-delà évidemment de ça, nous apportont des kits et des vivres aux personnes déplacées internes à travers évidemment les nourritures, d'abord l'hébergement, là où il faut rester. Et tout ça en commun accord avec le système des Nations Unies parce que nous ne pouvons pas travailler tout seuls. La démarche que l'UNICEF utilise pour répondre aux besoins humanitaires est l'approche qu'on appelle l'approche du Nexus. C'est-à-dire que c'est une démarche qui intègre développement, paix et action humanitaire. Alors ce que nous faisons, c'est de façon intersectorielle, nous assistons les déplacés, les réfugiés dans le domaine de l'accès à l'eau, dans le domaine de l'éducation, pour que les enfants déplacés puissent être réintégrés dans le système éducatif formel. Mais vous savez, les enfants, tous ne sont pas souvent à l'école et parfois leur réintégration à l'école n'est pas systématique. Donc pour cette catégorie d'enfants, nous ouvrons des espaces qu'on appelle les espaces amis des enfants, où les enfants se retrouvent avec les enfants des communautés locales qui sont hors de l'école pour pouvoir avoir des activités de routine éducative en matière de lecture, de communication et rester connectés au programme officiel en attendant leur réintégration à l'école. DirectAid intervient dans plusieurs domaines, entre autres l'éducation, la protection de l'enfance, la santé, le secours humanitaire, etc. Alors, parlant du secours humanitaire, DirectAid, de façon annuelle, aide à travers son programme de secours humanitaire les populations vulnérables, les populations qui font face à des catastrophes naturelles, surtout dans les communes de la Libori et de l'Atakora. DirectAid intervient également au niveau des communes des Agégués. Donc, tout ce projet concourt à assister ces personnes pour qu'ils puissent retrouver le sourire. Première Urgence Internationale est mobilisée au Bénin, dans le département de la Libori, dans les communes de Banikwara, Malanville et Karimama, pour venir en assistance aux populations les plus vulnérables. Nous mettons en place des activités de santé, nutrition, accès à l'eau, l'assainissement et soutien psychosocial. Nous travaillons aussi dans le domaine de la santé, notamment les campagnes de vaccination ou avec les autorités locales qui jouent un rôle crucial dans l'accompagnement que nous faisons aux communautés. Nous intégrons de façon systématique tous ces déplacés réfugiés demandeurs d'asile dans les campagnes de vaccination et autres actions qui contribuent à valoriser leur dignité et leurs droits. Au Bénin, par exemple, nous venons directement en soutien à des centres de santé qui sont dans des zones isolées ou difficiles d'accès. Et on vient fournir à la fois racheter les soins pour faire en sorte que les soins soient gratuits pour les patients, tout en ne venant pas affaiblir les capacités des centres de santé. Au contraire, on va venir faire de la formation des agents de santé sur des problématiques spécifiques et adaptées à leurs besoins. On va aussi venir fournir la population, aider la population sur tout ce qui va être les référencements des cas médicaux les plus graves vers les structures de référence. On va aussi, par exemple, pour les cas de personnes affectées par les inondations dans le nord du Bénin, venir faire de la distribution de kits de potabilisation de l'eau afin que les populations et les ménages les plus vulnérables aient accès à l'eau potable en période de difficulté. L'activiste Amou Bankole est devenu visible ces dernières semaines pour ses publications jugées provocatrices, a été placé en garde à vue pour incitation à la rébellion. Dans un message largement partagé, il avait appelé les militaires à renverser l'ordre établi, je cite, « Je tiens à avertir les soldats qu'il est temps
maintenant de prendre le pouvoir. Trop c'est trop, écrivait-il dans un post qui a rapidement attiré l'attention des autorités et les services de sécurité déjà en alerte face à un climat social tendu ont procédé à son interpellation. Selon les informations proches du dossier, l'affaire illustre la frontière sensible entre liberté d'expression et responsabilité citoyenne dans un contexte politique où les discours en ligne sont scrutés de près. Amo Bankole A4 sera présenté dans les tout prochains jours au procureur spécial de la Cour de répression des infractions et du terrorisme. Hors de nos frontières, à présent attendu pour une visite de 3 jours à Washington à partir de ce lundi 17 novembre 2025, Mohamed Ben Salam doit y rencontrer Donald Trump, le président américain, avec lequel il entretient de très bonnes relations. Avec au moins une conférence d'investisseurs sur l'intelligence artificielle, l'économie sera au cœur de la visite d'État du prince Mohamed Ben Salam aux États-Unis. Les deux partenaires avaient déjà signé des accords commerciaux d'une valeur de 600 milliards de dollars à l'issue d'une visite du président Trump en Arabie Saoudite en mai dernier. L'inconnu de la rencontre porte sur le pacte de défense que veut signer Washington avec Riyad. La grande interrogation est notamment de savoir si le président américain Donald Trump le conditionnera à l'extension des accords d'Abraham au royaume saoudien. Quoi qu'il en soit, l'annonce d'une normalisation des relations de l'Arabie saoudite avec Israël serait la cerise sur le gâteau de cette visite d'État. Pour le moment, le prince héritier saoudien a toutefois préféré militer avec la France pour la reconnaissance d'un État palestinien. Celui-ci l'a établi comme condition d'un éventuel ralliement du royaume aux accords d'Abraham. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Bonjour à toutes et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression à petit pied. L'expression à petit pied signifie faire quelque chose avec des moyens modestes à une échelle réduite de façon simple et limitée. Elle vient de l'idée du petit pied comme symbole de petite dimension ou de faible. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression à petit pied. L'expression à petit pied signifie faire quelque chose avec des moyens modestes à une échelle réduite de façon simple et limitée. Elle vient de l'idée du petit pied comme symbole de petite dimension ou de faiblesse de moyens. Autrefois, on parlait d'un métier ou d'un commerce à petit pied pour dire qu'il n'était pas très développé ou qu'il manquait de ressources. Elle s'est ensuite étendue à toute action faite sans ampleur, sans luxe. Exemple d'utilisation, ses ambitions sont grandes, mais pour l'instant, il doit se contenter de vivre à petit pied. Ou encore, au début de l'entreprise, il travaillait à petit pied, mais elle a rapidement gagné sa notoriété. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, le prénom du jour est Elisabeth. D'origine hébraïque, Elisabeth signifie Dieu est plénitude. Elisabeth est une femme sensible, fidèle et attentive. En amour, elle s'investit avec sincérité et harmonieuse. Elle accorde de la valeur à la communication et à la confiance. Elisabeth se distingue par une grande intelligence émotionnelle. Au travail, Elisabeth est sérieuse, organisée et persévérante. Elle excelle souvent dans l'enseignement, la communication, l'administration, la gestion ou les métiers du social. Son charme naturel lui attire souvent la sympathie des bonnes personnes. Alors, très belle fête à toutes les Elisabeth et c'est tout pour le prénom du jour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, dans la rubrique Trucs et astuces, on parle de quelques solutions naturelles et surtout très simples pour sécuriser vos serrures. Alors, amis internautes, vous avez des difficultés avec votre serrure, au lieu de faire appel à un menuisier ou engager des dépenses supplémentaires, voici 3 astuces pour vous. Si vous essayez d'ouvrir votre porte et que la clé ne rentre pas dans la serrure, essayez de frotter la mine d'un crayon à l'intérieur de la serrure et vous verrez, la clé tournera beaucoup plus facilement.
Deuxième astuce, si votre clé est par exemple cassée dans la serrure de votre porte, utilisez tout simplement un bâton de colle chaude pour la retirer rapidement. 3. Si vous avez besoin d'une clé de secours, chauffez la clé originale. Appliquez ensuite du ruban adhésif là-dessus pour prendre l'empreinte et coller-la sur une canette, puis découper. Vous aurez alors une copie gratuite. Mais attention, certaines méthodes peuvent être risquées ou non adaptées en pratique. Alors faites très attention. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à demain. Le panel de discussion, Nasrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Francis Olafarami. Merci d'être là. Bonjour à vous, Kanté Komla Moussou. Bonjour, Kader. Bonjour, Elisabeth Tiladja. Merci également d'être là. Alors, Nasrine Fatoumi, ce matin, on s'interroge de savoir, est-ce que l'on peut avoir de partenaires dans son espace de travail? Oui, à vous la parole, Nasrine. Est-ce qu'on peut avoir de partenaires? Je crois que vous êtes au plus de thématiques. Est-ce qu'on peut avoir de partenaires dans son espace de travail? Ou est-ce qu'on pourrait avoir un partenaire qui exerce le même métier que soi? Oui, si vous êtes dans le même espace de travail, vous exercez le même métier. Oui. Bon. Ok. Pas dire dans la même entreprise. Voilà. Ok, pas dans la même entreprise. ESAE, on est ensemble à ESAE, on fait le même travail. On fait le même travail, vous voulez oui. qu'il y ait des menus avec nous ou des menuisiers? Non. Alors, allez-y. Oui. Alors, moi, je dirais non. Pour d'aucuns, ça a des avantages et ses inconvénients. Donc, moi, je dirais non. Avoir son partenaire dans son espace de travail, ça nécessite beaucoup de patience, de courage et tout ce qui va avec. Donc, d'abord, comme premier inconvénient, je dirais, au fur et à mesure que les deux partenaires se voient tous les jours, d'abord, ils ont le même langage, le même code de travail. Donc, moi, je dirais que c'est un peu risqué. Ça finira par un divorce au fur et à mesure. Ça finira par un divorce au fur et à mesure selon vous. Alors, lorsque je me retourne vers vous, Francis Farami, est-ce que votre partenaire et vous pouvez faire le même travail? Faire le même travail, peut-être, je vais rester un peu mitigé, mais exercer le même boulot dans la même entreprise, là, c'est un peu plus compliqué. Parce que quand vous exercez un travail et vous savez que là où vous êtes, il y a votre partenaire qui est, il y a quand même un peu de bémol. Il y a certaines choses que vous pouvez vous permettre si elle n'était pas là, que vous ne pourrez pas vous permettre. C'est pas forcément dit que vous ne pourrez pas tricher ou quoi que ce soit, mais c'est quand même bien quand vous pouvez vous sentir un peu plus à l'aise. Mais quand votre partenaire est là, vous vous demandez, bon, est-ce que ceci que je vais faire, est-ce que ça n'aurait pas de conséquences? Est-ce que ce ne serait pas sujet à certaines interprétations? Maintenant, l'avantage, c'est qu'il y a certaines choses qui se comprendraient beaucoup plus facilement. Votre emploi du temps, par exemple, on dit que les journalistes savent quand ils sortent de chez eux, mais ne savent pas quand est-ce qu'ils rentrent chez eux. Donc, il y a cet aspect-là qui a quand même un avantage. Je n'aurais même pas besoin de dire à ma partenaire, par exemple, que je risque de rentrer tard ce soir, parce qu'elle sait que je risque même de rentrer tard. Et quand je ne rentre pas tard, il suffira juste qu'elle m'écrit ou bien qu'elle m'appelle pour me demander. J'espère que ça se passe bien, tout simplement. Alors que si c'était une personne qui exerce un autre métier, ce sera un peu plus compliqué pour elle, voire carrément difficile de lui faire comprendre cela. Donc, voilà un peu le bémol. Kanté Moussou, partenaire avec qui vous exercez le même métier, vous êtes dans le même espace de travail, votre opinion? Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du moment où je rejoins totalement ce que Francis vient de dire. Parce que j'estime que la personne qui pourrait mieux me comprendre, c'est celle qui, même si elle n'exerce plus ce métier-là, c'est celle qui a quand même eu à faire cette formation. Non. On parle du présent. D'accord. Alors, c'est celle qui exerce ce métier. Et parce que elle comprend mieux ce qu'il y a là-dedans, elle comprend mieux les inconvénients, elle comprend mieux les risques, elle sait à quoi s'attendre. Elle peut, d'une certaine manière, prévenir ce qui peut venir. Parce que, enfin, ça va venir. Il y a forcément des risques dans tout métier. Mais alors, quand c'est un partenaire qui ne comprend rien de ce que vous lui dites, moi, il m'est arrivé d'expliquer tellement de choses qu'à un moment donné, j'étais fatigué. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, peut-être que quand on parle de journalisme, c'est le même monsieur que vous avez vu tout à l'heure, à Gbadjoul-Médé, qui peut se retrouver dans quelques heures à Ouida ou alors à Grand Popo. Et ça peut créer des problèmes.
quand on est avec quelqu'un qui ne comprend pas exactement ce qu'on fait comme travail, qui ne comprend pas ce qu'on exerce comme métier. Donc, ça ne me dérange pas. Mais néanmoins, quand on revient à la question selon laquelle est-ce qu'on peut avoir le même partenaire dans le même espace de travail, c'est-à-dire dans la même entreprise, moi, ça me gêne parce que je ne vais pas accepter de voir certaines choses, je ne vais pas accepter de voir certains collègues, en tout cas, agir d'une certaine manière avec ce même partenaire-là. Ça va carrément me sortir des rangs. Donc, vous ne pouvez pas avoir un partenaire ou votre partenaire dans le même espace de travail que vous. Non, ça va. Mais peut exercer le même métier ailleurs. Ailleurs, oui. Elisabeth, il a déjà. Moi, je pense qu'ils ont tout développé. Donc, on n'a pas conclu. Je serais un peu mitigée. Je dirais que d'abord, d'un point de vue, on peut... personne ne peut nous comprendre qu'un partenaire qui exerce le même métier que nous. Parce que quand on parle surtout de journalisme, c'est vrai, on sort de la maison, on ne sait même pas à quelle heure on rentre. Et puis bon, je ne sais pas trop, certains hommes ont tendance à penser que bon, les journalistes femmes ont une mauvaise réputation. En tout cas, je pense que quelqu'un dans le domaine pourrait mieux comprendre que quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Et puis d'un autre côté, je pense que quand il faut fonder une famille, deux journalistes ne peuvent pas vraiment être ensemble et puis garder vraiment les enfants en fait. Parce que si vous deux vous sortez et puis vous revenez peut-être à 23 h par exemple, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui va élever vos enfants, pas vous-même en fait. Donc je pense que... garder les enfants parce que c'est pas quand même... bon, si vous sortez... si vous sortez, éduquer peut-être... Quand on sort peut-être de la maison à 6h30 par exemple et qu'on rentre peut-être à 23h, 0h, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de tout de la maison. Donc je pense que c'est un peu mitigé. C'est un peu complexe. Non, alors, là, sur ce point-là, c'est gérable parce que un contrat, ce n'est pas une constitution. Encore qu'une constitution, on la révise. Donc, lorsque vous acceptez faire ce métier-là, vous n'avez pas forcément le même programme que celui qui est dans telle chaîne de télévision. Lorsque vous venez, quand vous propose le contrat, à vous de dire, bon, je préfère avoir tel jour de repos, je souhaiterais sortir à telle heure parce que j'ai des obligations à la maison. Aucun patron ne va vous tuer. Dans le privé, c'est possible. Si on vous l'accepte, c'est bon. Si on ne vous l'accepte pas, vous allez essayer de réadapter à chaque fois. De toute façon, on a quand même des patrons qui sont compréhensibles. Ah bon? Mais si ce n'est pas tout le monde, il y en a qui sont quand même compréhensibles. Et puis, vis-à-vis des femmes encore, c'est encore plus généreux. Enfin, oui, sérieusement, c'est généreux. Ailleurs, par exemple, je sais qu'on permet aux femmes de rentrer au plus tard à 21h30, 22h. Alors que les hommes, ils ne savent pas si c'est à 1h, 2h, 3h du matin qu'il va rentrer à la maison. Le lendemain matin, mais lorsqu'elle quitte la maison de 6h30 à 22h30, et que l'homme peut-être lui rentre à 0 à 1h. Mais écoutez, elle sait le pourquoi elle a choisi ce métier. C'est vrai qu'au départ plutôt, on ne voit pas tout de suite quand on voit les gens à la télé, ils sont souriants, ils sont là à parler. On ne sait pas que c'est eux qui sortent tardivement, c'est eux qui sortent très tôt de la maison, qui rentrent tardivement. On ne le sait pas. Mais après, quand on commence par toucher du doigt, lorsque vous commencez la première année, vous avez encore le temps de démissionner, de quitter ce métier-là et aller faire une autre formation. Mais quand vous rentrez dans le système, vous êtes conditionné à respecter tout ce qui est comme obligation qui est contraint, enfin, qui vient vers vous. Donc, il n'y a pas de débat à faire à ce niveau. Nasrine Fatoumi, vous voulez réagir? Mais moi, je crois que vous êtes en train de faire fixation sur uniquement le métier de journaliste. Voilà, j'en ai envie parce qu'il y a... Il y a les juristes là, les médecins n'en parlons pas. Et les médecins, les juristes, les médecins, les joueurs aussi n'en parlons pas. Il y a plus compliqué que tout ça. Voilà, il y a les hommes en uniforme, par exemple. Voilà, les militaires qui vont en mission. Il y a des pharmaciens. 3 jours. Non, les pharmaciens, ils ont des heures de garde. Ils peuvent venir de 7 heures. Ça, c'est un travail luxueux, ça. Je parle d'Elisabeth, là, de ces femmes militaires qui vont sur des théâtres, qui font peut-être 3 jours sans se laver, qui vont peut-être faire 1 an loin de leurs enfants, loin de leur petite famille. Est-ce qu'en ce moment-là, on peut se comprendre? Est-ce que, Nasrine Fatoumi, on peut toujours se comprendre? Lorsque je suis militaire, par exemple, et que ma femme est appelée à aller en mission sur un théâtre, peut-être y faire 2 ans, nous avons des enfants, je suis aussi militaire. Est-ce que parce que je suis militaire, je veux véritablement comprendre aussi qu'elle puisse me laisser comme ça au pays ici et être là-bas avec d'autres militaires en train de tirer?
de tirer contre... Il va défendre la nation. Il n'y a pas de saute. Il n'y a pas de saute métier. Donc, du coup, je crois que tout est une question de compréhension. Mais laisser son partenaire aller sur un fond, ce qui ne garantit même pas que tu reviendras, c'est un saut. Non, donc, non, quand même, avec... ça est positif. Non, mais c'est un choix. Oui, c'est un choix. Je ne quand vous dites là, vous voulez démotiver les gens pour l'armée, non. Non, je ne démotive personne, chacun avec son choix. C'est grâce à eux que vous prenez votre zème le matin, vous êtes en quiétude. N'empêche Abdelkader, mais laisser son partenaire hors du pays, supposons que bon, vous avez comme partenaire un militaire qui va peut-être aux États-Unis. Une policière républicaine. Voilà, qui va aux États-Unis pendant... Elle est allée en stage pour 2 ans. 2 ans, 3 mois. C'est compliqué, vous êtes un homme. Après tout, elle viendra parler de fidélité. Vous l'avez trompé, vous avez des enfants ou non. C'est des compromis. Non, même laissons un compromis après. Abdelkader, un homme, vous êtes un homme. Vous pouvez vous retrouver... dedans, on ne fait pas peut-être pas la force des temps. Vous pouvez choisir policier ou bien un militaire de l'air comme partenaire. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Donc, comme vous pouvez choisir un militaire. Moi, je rêve même d'avoir un militaire comme partenaire ou un banquier ou un juriste. Pour qu'il ne vous restructure pas. Francis Fahmi, lorsqu'on y voit de près et que nous nous intéressons à ces unions de la même profession, est-ce que quelque part, il n'y a pas, au-delà d'un atout, un problème? C'est-à-dire qu'avec cela, vous ne pouvez plus cacher vos revenus, vous ne pouvez plus jouir d'une liberté, que ce soit l'homme ou la femme. Tout de suite, on sait réellement, lorsque vous posez un acte, ce que vous y gagnez. Oui, mais ça peut être un avantage, mais quand vous y prenez très bien, peu importe, même si on sait combien vous gagnez le mois, comme salaire, on n'est pas forcément au courant de vos revenus. Le salaire, c'est différent du revenu. Le salaire, c'est juste, oui, le salaire, c'est ce que vous percevez de façon brute. Mais le revenu, ça peut être aussi, y compris, tout un ensemble d'à côté, comme on dit, tout un ensemble de petits boulots que vous faites à côté. On dit souvent qu'un homme ne se suffit pas d'un seul boulot. Quand vous faites un boulot, que vous prenez un salaire, même si j'exerce le même métier que ma femme ou bien que ma partenaire et qu'elle sait que je gagne peut-être 150 000 le mois comme salaire, c'est peut-être le salaire qu'elle connaît. Je parle davantage tout à l'heure parce que je sais qu'il y a certaines choses qu'elle ne peut pas se permettre de me demander. Si elle sait que je gagne, oui, si elle sait que je gagne 150 000 le mois, elle sait qu'elle ne peut pas se permettre par exemple de me demander peut-être des mèches brésiliennes de qui vont me coûter actuellement. Non. Avec 30 000, 50 000, vous ne pouvez pas donner une mèche brésilienne avec une mèche indienne, c'est bon. Ça peut aller. Si je gagne 150 000 le mois, il y a brésilienne, pas brésilienne. Ah, quand même. C'est pas tout ce qu'on appelle brésilien qui est brésilienne, vraiment. Exactement. Si par exemple je gagne 150 000 le mois, elle sait que à la date 20 ou bien 25 par exemple, ce sera compliqué pour elle de me demander de lui donner 200 000 par exemple. C'est parce qu'elle sait que cotiser par ouais, c'est que 200 000, ce n'est pas forcément dans mon budget, ce n'est pas forcément dans mes capacités actuelles. Maintenant, si je gagne 150 000 comme salaire et que avec mes à côté, avec tout ce que je fais à côté, je peux me retrouver peut-être avec 300 000 de revenus, c'est ce qu'elle connaît. Ça peut me laisser même de la latitude. Même si c'est une personne qui n'exerce pas le même métier que moi et qui n'est peut-être pas au courant de mes revenus salariales, là, si elle me demande de l'argent d'une certaine manière et qu'en fonction de mes revenus hors salaire, je peux me permettre de lui faire certains plaisirs. La prochaine fois qu'elle va demander que je lui dis que je n'ai pas cette fois-ci, ça peut prêter à interprétation diverse. Elle peut se dire, bon, c'est parce que tu as fait ci avec ton argent, parce que la dernière fois ou bien habituellement quand je t'en demande, tu en as. Donc, niveau salaire, c'est aussi un peu mitigé parce que... donc, vous aussi, vous pouvez dire, bon, tiens, tu as pour ton salaire, donc tu n'as pas encore fini. Qu'est-ce que tu as... Exactement. Parce que pourquoi vous ne discutez pas? Pourquoi vous ne communiquez pas? Non. Moi, je crois que la base de toute relation, c'est la communication. Il ne faut pas se jeter dans une... communiquer. Mais il faut savoir communiquer aussi. La communication, c'est la chose, en fait, c'est la première chose qu'on fait même pas tout. Donc, Elisabeth, allez-y. Vous communiquez comment? La communication. Il a tellement développé que j'ai même oublié la question. Alors, la question, c'est de savoir, lorsqu'on y voit de près, est-ce qu'il n'y a pas un atout qui comporte en lui des méfaits lorsque vous êtes avec un homme ou vous êtes avec une femme qui exerce le même métier que vous ou peut-être encore dans le même espace de travail que vous? Non, je dirais que c'est vrai qu'il y a... Bon, il peut y avoir parfois des malcompréhensions, même si on exerce le même métier. Si par exemple maintenant on exerce le même métier, on est dans la même entreprise par exemple,
et que bon, à chaque fois, c'est toujours ma femme qui a peut-être des promotions. Et puis l'homme, lui, il est toujours en bas. C'est-à-dire que c'est toujours la femme qui a des promotions. Je pense que leur couple va prendre un coup, sauf si l'homme est très, très mature, en fait. Et puis, c'est difficile de trouver un homme qui est très, très mature. C'est-à-dire qui va te dire que bon... Mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Qui va se dire que bon, et c'est pas grave, même si la femme a de la promotion et chaque année peut-être, ou chaque 6 mois peut-être, alors que moi, je n'en ai pas. Qui va se dire que peut-être, bon, et c'est parce que la femme est peut-être plus intelligente que moi, ou soit plus, bon, et plus créative que son homme, en fait. Donc, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver un homme qui aura cette maturité-là. Et puis qui va accepter que, bon, alors que, bon, et sa femme et lui font le même travail, qui va accepter que cette femme-là gagne plus que lui, alors que c'est lui le chef de la famille, en fait. Donc, là, je pense que là, il y a un petit problème. Il y aura forcément Vous le dites si bien que vous êtes dans le même travail. Et si là, vous êtes dans le même travail, chaque fois qu'il vous aperçoit dans le couloir, c'est peut-être vous arracher un baiser ou peut-être vous tapoter les fesses. Comment vous faites? Ah non, il ne peut pas oser, on est au travail. Et puis le problème, c'est que... Mais c'est votre partenaire. Et s'il le fait? Il ne peut pas oser. Le problème, c'est que je vois déjà sa tête à la maison et je viens encore voir la tête. S'il le fait. Comment ça, s'il le fait? Je vous dis que je vois déjà sa tête à la maison et je vais encore venir voir sa tête au travail. C'est carrément, je ne sais pas trop. Moi, je ne sais pas que c'est l'amour qui... Regardez, moi, je n'ai jamais pensé à épouser un homme avec qui je travaille, en fait. Avec qui, c'est-à-dire qu'on sera ensemble 24 heures sur 24 heures. Non, moi, à un moment donné, ça va me dégoûter, en fait. C'est-à-dire que si tu m'énerves peut-être à la maison, maintenant, on se voit encore, on travaille encore, tu vas encore m'énerver. Non, il y aura forcément peut-être que lorsque vous allez vous énerver à la maison, vous voulez au boulot, peut-être qu'il peut adoucir les choses une fois au boulot. Ou peut-être qu'il vous sourit à la maison. Le travail peut même prendre un coup. Peut-être maintenant que, bon, on a même eu ce problème-là à la maison. Moi, je n'oublie pas vite, en fait. C'est-à-dire qu'on a eu ce problème, par exemple, à la maison de la journée. À la maison, je vais prendre ça pour... En tout cas, mon comportement va un peu changer, en fait. Alors que c'est très mauvais. Ce qui est fait au travail reste au travail. La maison reste à la maison. Donc, à vous entendre, ça veut dire que vous, s'il vous offense au boulot, arrivé à la maison, vous allez on continue de se battre. Ça veut dire qu'on continue la discussion, en fait. Sauf si elle est terminée au boulot. Sauf si elle est terminée. Nasrine Fatouri, pour conclure, votre conclusion. Pour conclure, moi je n'ai aucun problème avec ceux et celles qui ont leur partenaire dans leur espace de boulot, mais faut savoir choisir d'abord son partenaire et savoir communiquer. En tout cas, moi, bon, on dit très souvent, il ne faut jamais dire jamais. En tout cas, moi, je ne pourrais pas me mettre en couple avec quelqu'un qui exerce le même boulot que moi. Puis encore, on est dans le même espace de boulot. Comme quand elle a dit tout à l'heure, elle a dit... Donc, vous ne pouvez pas épouser Francis, par exemple? Non. Pourquoi j'ai épousé Francis? On gagne à peu près la même chose. La tranche de Francis. Moi j'aime quelqu'un qui est dans le même métier que vous. Quelqu'un qui est dans le même métier que moi. Moi, j'aime m'habiller cher. Avis aux hommes, moi j'aime m'habiller cher. Donc... Elle a détourné la question. Donc du coup, épouser Francis, elle c'est dans ce qu'on connaît là, elle va m'acheter les viscos chaque fin de mois, chaque 3 semaines. Non. Donc soyons réalistes. Est-ce que vous pouvez épouser Francis parce que Francis est dans non, j'ai déjà répondu non. Mais pourquoi vous parlez d'argent ça part de là, ça part de là. Elle a parlé de revenus, de salaire. Donc déjà quelqu'un qui fait fixation sur son salaire et sans parler de ses à côté. D'ailleurs Francis, comme on le connaît, il est quelqu'un de ping. Francis c'est très ping. Non, ça je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Non, en fait, soyons que les amis internautes connaissent Monsieur Francis. Non. Donc moi je dis, revenons à la question. C'est pas un crime d'être ping. C'est un crime. C'est un crime. Ah bon, c'est un crime. C'est un crime. Ah bon. Peut-être c'est un crime. Merci. Donc moi je dirais que chacun sache quoi faire avec son partenaire et quel métier faire avec son partenaire. Vous pouvez avoir un commerce ensemble, mais moi ça me dirait pas, mais travailler dans... Est-ce que vous pouvez changer de profession si votre partenaire, par exemple, est journaliste? Oui. Parce que les journalistes, vous changez de profession? Oui, mais il n'a qu'à changer. Moi, je pourrais changer mon métier si mon partenaire exerçait le même métier que moi. S'il y a d'autres opportunités de formation. S'il y a les moyens. Francis, à la fin, votre conclusion. Pour conclure, moi, je dirais tout simplement que exercer le même métier que son partenaire, ce n'est pas un problème. Maintenant, oui, ce n'est pas un problème. Maintenant, rester dans le même espace de travail, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a certaines choses que j'aimerais mieux ne pas voir. Je suis quelqu'un d'un peu... Vous allez vous mettre en érection en avoir passé? Non, pas du tout. Mais je serai un peu plus gêné quand je verrai
certains collègues avoir certains comportements. C'est pas mieux que vous contrôlez ça déjà devant vous, que ça se fasse dans votre dos. Attendez, il y a certaines choses que vous ne pourrez jamais contrôler concernant les femmes. Mais donc, je préfère au mieux ne pas voir. Parce que quand je verrai, ça peut être quelque chose d'anodin, quelque chose... Non, elle peut vous tromper, vous pouvez ne pas être au courant. Non, c'est pas un problème. Les femmes, elles finissent toujours par tromper. Donc, il faut accepter. En Afrique, c'est dangereux, c'est très dangereux. Lorsqu'une femme vous trompe. Un collègue va passer par là et lui faire un petit câlin. Moi, ça peut commencer à... Vous pouvez vous autoriser à faire ça à un de vos collègues. C'est pourquoi je dis que je préfère ne pas voir ça. Est-ce que vous, votre préférence de ne pas voir votre partenaire dans votre espace de travail n'est pas liée à vous, votre... comportement dans l'espace de travail, c'est-à-dire vous allez faire tout le temps des câlins à Nancérine, des câlins à Elisabeth. C'est pas à cause de ça que vous ne voulez pas qu'elle soit là pour voir ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Je préfère même qu'elle puisse savoir quel genre de personne je suis, tout simplement. Quentin? Je rejoins un peu Francis dans sa conclusion. Si au début on partage la même boîte, après il va falloir que l'un d'entre nous démissionne. Ça c'est clair. Elle ira ailleurs. Maintenant, ce qui se passe ailleurs, tant que je ne vois pas, comme le disait l'autre, à nous aller. Ça peut, il n'y a pas de problème. Qu'il fasse le délit là-bas. Mais devant moi, qu'un collègue se comporte bizarrement, ça va finir par revenir au règlement de compte. Oui, simplement. Donc, ça ne me dérange pas qu'on ait le même métier, qu'on ait la même profession. Encore que, quand on prend un métier, il y a également des métiers qui sont un peu parallèles. Journalisme, docteur, pharmacien, machin, des trucs comme ça, où parmi les deux, il y a l'un qui peut ne pas dormir à la maison le soir. Donc, le risque, il est partout. On va juste faire avec des compromis, tout simplement. Elisabeth? Moi, je dirais que un partenaire qui est dans le même métier que moi et puis dans le même espace, je ne peux pas me le conseiller. Et donc, parce qu'en réalité, Nancérine parle, elle dit que peut-être elle va démissionner. Nancérine, elle dit qu'elle va peut-être démissionner. Moi, je ne vais pas me sacrifier. Il n'a qu'à commencer le sacrifice d'abord. Et puis, et Francis disait qu'il préfère que la partenaire sache quel genre de personne il est. Le problème, c'est que si vous donnez, en tout cas, si vous donnez de mauvaises impressions, vous allez finir, je ne sais pas trop, mais je ne vais pas vous conseiller, je vais laisser ça. Donc, Abdelkader, moi je dirais que je ne me le conseille pas en fait, un partenaire dans le même métier, puis dans le même espace de travail. Merci à vous pour vos différentes opinions. Merci à Elisabeth Iladja, merci à Francis Fahami, merci à Quentin Amoussou, merci à Nancérine Fatoumbi. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, je suis avec Jean-Marius Benou-Ruessou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là. Avec vous, on aura échangé à bâton rompu sur l'actualité politique nationale. Vous êtes maître S-lettres de philosophie, spécialiste de l'éthique et de la politique. Vous êtes un acteur politique soutenant les actions de la mouvance présidentielle. D'entre le jeu, dites-nous, quelle est votre appréciation de la révision constitutionnelle opérée par les parlementaires vendredi dernier? Merci, monsieur le journaliste. Et je voudrais déjà vous remercier de la tribune que vous m'offrez d'opiner, n'est-ce pas, sur l'actualité de notre pays. Révision de la constitution de notre pays, je pense que c'est le Bénin a franchi un pas important de sa vie politique, de la vie démocratique. C'est comme je me plais à le dire, en tant que spécialiste de l'éthique et de la politique, la démocratie en elle-même ne devrait pas se passer comme cela se passe sous d'autres cieux. C'est vrai. Comment ça se passe sous d'autres cieux, pour peut-être illustrer très rapidement? Ben écoutez, l'Afrique ne peut pas faire la démocratie à l'européenne. Parce qu'aucun des pays européens, aucun des pays occidentaux n'a connu réellement leur développement, n'est-ce pas, sous un régime démocratique. C'était du dirigisme. Et il n'y avait même pas d'état de droit. Et donc, l'Afrique qui se retrouve, n'est-ce pas, à la croisée des chemins pour atteindre le développement ne peut pas faire la démocratie à leur manière. La démocratie en Afrique devrait pouvoir être culturelle, adaptable. Et vous voyez, dans la révision de la Constitution, l'instauration, n'est-ce pas, de la deuxième chambre, de la deuxième chambre au niveau de la représentation nationale, je vais parler du Sénat. Du Sénat, oui. Met en place le Conseil des sages. Quand vous venez en Afrique, ce qui fait asseoir la maison, c'est l'autorité parentale, c'est l'autorité royale.
au temps de nos aïeux. Et donc, d'une manière ou d'une autre, cette configuration qui est en train d'être mise en place et qui, les sénateurs sont en majorité, et les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions, les sages, n'est-ce pas, de la République, qui désormais vont travailler à l'unité, n'est-ce pas, des Béninois. Ce dont les Béninois ont besoin, ce n'est pas la démocratie à l'européenne, comme je vous le dis. Nous avons besoin d'une démocratie qui nous unit, qui facilite, n'est-ce pas, le développement. Parce que la démocratie à l'européenne, en Afrique, laisse tomber, n'est-ce pas, les citoyens dans du libertinage et le développement est bloqué. Et vous auriez constaté que le président Patrice Talon a dû adapter la démocratie au développement qu'il souhaite. Il a dû travailler d'une manière ou d'une autre la démocratie et les résultats sont là. Il est nécessaire que nous continuions de travailler à cela pour que le Bénin soit réellement un pays émergent, un pays développé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces réformes opérées tordent le cou à l'essence même de la démocratie? Ben écoutez, Jean-Jacques Rousseau dit dans son ouvrage du contrat social, ou du moins à la fin, dans sa conclusion, il a fait quand même comprendre que aucun régime n'est parfait. La démocratie en elle-même n'est pas un régime parfait. Et il dit, les régimes, enfin, un pays ne peut être bien dirigé que lorsque tous les citoyens vont pouvoir être vertueux. Et donc, il insinue le fait que malgré qu'il soit précurseur de la démocratie, il a quand même relevé les insuffisances de la démocratie à la fin. Et donc, j'insiste sur le fait que vous voyez un peu, quand vous prenez la raison de la Constitution dans sa généralité, et d'ailleurs, observez un peu le président Patrice Talon, il est parfois en avance sur son temps, il est parfois en avance sur nous et il prévoit des choses. Je ne vous cache pas, c'est lié à l'instinct du survie. Moi, il arrive que des décisions du gouvernement m'intrigue un peu. Je me dis, ben, écoute, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va? Mais plus tard, je constate que c'est l'homme qui a raison, c'est le gouvernement qui a raison. Je pense que ce qui est en train d'être mis en place ne porte pas atteinte, n'est-ce pas, à la démocratie, à l'essence de la démocratie. Comme je l'ai dit à l'entame de cette discussion, la démocratie doit pouvoir être culturelle et adaptable aux besoins du développement de chaque peuple. Et à l'étape où nous sommes actuellement, il faut nécessairement une démocratie qui stabilise la vie du pays, que ce soit du point de vue politique, que ce soit du point de vue développement et sur tous les plans. Vous voyez, j'ai aimé par exemple la revue, n'est-ce pas, des mandats. Surtout à 7 ans? À 7 ans, renouvelable une fois. Vous ne trouvez pas que c'est trop que des parlementaires qui faisaient autrefois 4 ans se retrouvent pratiquement à presque 2 mandats moins 1? Les conseillers communaux également à 7 ans, vous ne trouvez pas ça un peu trop? Je pense plutôt que ça va créer plutôt de stabilité et empêcher, n'est-ce pas, parfois des débats politiques qui distraient le développement. Vous voyez un peu, il faut nécessairement... D'où la trêve politique? D'où la trêve politique, d'où la trêve politique. Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple du choix de la mouvance présidentielle, du duo Wadahi-Talata. Ben voilà, c'est mon choix aussi. Hein. Et voilà un choix que je souhaite de tout mon vœu. Et prendre le pouvoir après le président Patrice Talon. Et nous sommes tous d'accord que le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romia Wadahi, est l'architecte de la mobilisation des ressources pour tout le résultat flambant, poignant que nous voyons pour le président Patrice Talon. Et celui-là à qui Patrice Talon a fait un choix au prix des sacrifices. Je peux vous dire, hein, quand vous prenez toute la mouvance présidentielle, il y a des ambitions qui ont dû être tues pour qu'on puisse évoluer, n'est-ce pas? Et ce choix étant opéré, on sait que l'homme peut continuer à l'agenda, à la carrure, de continuer l'œuvre. Et moi, je ne souhaiterais pas que l'œuvre soit arrêtée, qu'il soit relu pour faire 14 ans au pouvoir. Les résultats seront plus pragmatiques, les résultats seront plus probants, les résultats seront plus reluisants et plus appréciables. Les 10 ans du président Patrice Talon, vous allez entendre des gens dire qu'ils ne souhaitent pas qu'il parte. Vous écoutez des gens, bon, démocratiquement, il doit partir, lui-même est un démocrate de nature, il a choisi partir. Donc, que le président qui arrive ait suffisamment de temps pour pouvoir achever son programme, voire renouveler. Et en 14 ans, ce qui peut être réalisé doit pouvoir être beaucoup plus appréciable que 5 ans, 10 ans. Est-ce que dans ce qui a été opéré par les parlementaires le vendredi dernier, est-ce que lorsque vous y voyez cela, est-ce que nous sommes toujours en démocratie? Bien sûr qu'on est en démocratie. Écoutez, la Chine se réclame un pays démocratique. Est-ce qu'il suffit seulement de se réclamer
d'une démocratie que l'on est une démocratie? Est-ce que la démocratie n'a pas des repères? Ben, je pense, monsieur le journaliste, que le Bénin est toujours un pays démocratique. C'est plutôt même un perfectionnement de notre démocratie qui est adaptable, bien sûr, à notre culture, j'insiste, qui vient d'être mise en place. C'est une réforme qui a été opérée, une révision que, personnellement, je trouve, la jeunesse comprendra plus tard. C'est à l'avantage de la jeunesse. La jeunesse devrait aujourd'hui travailler ardemment à aider, n'est-ce pas, l'élection du jeune président Wada Igny pour que nous puissions réellement tisser de nouvelles codes à l'ancienne. Bien sûr, sous l'égide, n'est-ce pas, des sages, je parle du Sénat et des députés. Et chacun va pouvoir s'exprimer, mais dans un cadre vraiment institutionnalisé, je vous l'ai dit, dans un cadre vraiment organisé. Il ne faut pas faire de la démocratie, il ne faut pas... La liberté, le principe de la liberté réclamant une démocratie ne devrait pas être du libertinage. Prenez un exemple très simple. Vous ne pouvez pas parler au nom de la liberté, vous ne pouvez pas sacrifier votre bien-être au nom de la liberté. Vous voyez un peu, et donc, la démocratie, dans son essence, comme vous le souhaitez, c'est celle à l'européenne que je refuse pour l'Afrique, fait tomber dans le libertinage et parfois est incompatible au développement. Et ce dont le Bénin en particulier, l'Afrique en général a besoin, c'est plutôt le développement et non de l'idéologie. Bien sûr que je suis un spécialiste, je suis philosophe de formation, mais je vous dis, l'idéologie ne développe pas systématiquement. Voilà. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à notre démocratie avant cette révision constitutionnelle? Ben, écoutez, c'était une démocratie qui virait dans l'anarchisme. Hein. Vous voyez, même les secteurs vitaux, comme la santé, comme l'éducation, parfois la justice aussi, vous voyez les grèves perlées. Dès que les grèves ont été... Moi, j'avais été enseignant, j'ai été professeur de philosophie des lycées et collèges du Bénin, et je sais comment ça se passait. Je sais comment ça se passait. Et finalement, on brade la formation des apprenants. Jusqu'au niveau des examens, on essaie de faire en fonction de comment on a passé le pays. Et aujourd'hui, véritablement, notre pays, en matière d'éducation, retrouve ses lettres de noblesse. Quand vous prenez également la santé, des médecins qui abandonnent au nom de la grève pour aller s'occuper de leur cabinet et toutes les lois qui y vont avec, aujourd'hui, tout est cadré. Et c'est de ça que nous avons besoin. Le Bénin n'a pas besoin d'une démocratie qui amène les autres à brimer la liberté du peuple. Vous voyez un peu, donc, véritablement, la démocratie telle qu'elle est en place, je pense que c'est celle dont le Bénin a besoin. C'est celle adaptable à la culture du Bénin. Le Bénin, c'est un pays de solidarité. Vous voyez un peu, et même au nom de la grève, il n'y avait même pas la possibilité, n'est-ce pas, solidaire d'accompagner les apprenants, d'accompagner les malades, d'accompagner les justiciables. Vous voyez un peu, aujourd'hui, tout est mis en place et c'est de ça que nous avons besoin. On n'a pas besoin d'une démocratie lue dans le papier et inscrite dans le papier. On a besoin d'une démocratie culturelle adaptable à la culture béninoise. Alors, même si on comprend le bien fondé de tout ce qui a été fait par nos honorables députés, est-ce que les procédés, selon vous, sont bien saillants? Procéder par rapport... Par exemple, à l'annonce de cette révision constitutionnelle, ouais. Personne n'avait eu vent qu'il y aurait une retouche des mandats. Est-ce que parce qu'on a élu des députés, est-ce que tout est permis pour eux? Est-ce que parce qu'ils sont élus au nom du peuple, ils peuvent faire tout ce qui est possible tant que, arithmétiquement, la possibilité y est? Ben, écoutez, ils sont les représentants du peuple. Vous prenez le député de la 16e circonscription, du premier à la 24e, de la première, pardon, à la 24e circonscription électorale. Il représente leur peuple. Sûrement qu'ils ont eu le temps et leur rôle, c'est de parler avec leur mandant. Sûrement, ils ont eu le temps de discuter avec leur mandant. Sans qu'on ait eu vent de ces échanges-là? Écoutez, moi, je suis de la 24e. L'honorable Aké, c'est mon député. Il n'a pas gardé ça caché. Et d'ailleurs, ce qui est plus important, c'est ce qui est opéré, en quoi cela est plus important pour le peuple, est plus adaptable à la réalité du peuple, en quoi cela sert mieux le peuple. Je pense que c'est de ça. Il est question, j'ai lu dans la presse ou dans des commentaires que la jeunesse est saquée, le peuple. Non, c'est pas... On s'interroge de savoir, lorsque selon certaines indiscrétions, ils seront beaucoup qui seront reconduits. Alors, lorsqu'ils seront reconduits, qui vont revenir après 7 ans après, à quel moment
ceux qui ont 35 ans aujourd'hui, qui souhaitent être parlementaires, à quel moment ce rajeunissement de la classe politique tant souhaité sera effectif? Vous savez, monsieur le journaliste, je suis jusqu'à présent le secrétaire du cadre de concertation des jeunes, mouvement créé depuis 2017. Et nous avons travaillé ardemment aux résultats auxquels nous sommes en train d'aboutir aujourd'hui. Nous avons travaillé à ce que la jeunesse prenne le pouvoir, mais la prise de pouvoir de la jeunesse ne devait pas être systématiquement l'application du complexe d'Oedipe, de chasser les aînés, de tuer les aînés pour s'installer. Nous allons à petits coups apprendre aux côtés des aînés. C'est déjà bien que le premier magistrat de notre pays soit jeune, la cinquantaine, soit jeune. Et il a dit, je veux être le président de tout le Bénin, je veux gérer le pouvoir pour la jeunesse et avec la jeunesse. À chaque jeune, on n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale avant de bien se positionner. L'essentiel est que le tissu social que j'occupe, je m'applique mieux, que je m'adapte mieux et que je fasse mieux. Et nous avons la possibilité quand même, lorsque nos représentants, nos députés vont se retrouver, n'est-ce pas, dans les conditions, de leur transmettre nos doléances et tout, pour qu'il y ait de l'amélioration selon le besoin de chaque circonscription, selon le besoin de tout le Bénin. Voilà. De tout le Bénin. Tout à l'heure, vous avez dit que vous soutenez Romuald Wardani. Quelles sont les raisons qui vous motivent pour ce choix? Bien, écoutez, Romuald Wardani, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, d'abord, c'est l'architecte de la mobilisation de nos ressources. Et quand vous le voyez, ce n'est pas quand même le président Djogbenou qui va sacrifier ses ambitions et le président Abdoulaye Biot-Tchadé qui va sacrifier ses ambitions. Je voudrais la présidente Claudine Prudencio et le président Jacques Ayadji qui vont sacrifier leurs ambitions au nom du peuple. Et pour le bien du peuple, ce n'est pas eux qui vont sacrifier leurs ambitions, nous allons dire autre chose. Au fond, c'est parce que c'est analysé dans le fond. Et je pense que ce choix opéré même par les partis de la mouvance présidentielle pour remplacer le président Talon, c'est le choix idéal pour notre développement. Au fond, il faut apprécier le résultat. Quand nous voyons les résultats de tout ce que le président Talon a fait, tous les ministres sont co-auteurs et le ministre d'État, Romuald Wardani, est davantage co-auteur parce qu'il est le seul qui peut propulser réellement ce développement. Parce qu'il est l'ordonnateur du budget national, il est celui qui va mobiliser les ressources quand le président Talon... Voilà un président, je veux parler d'abord du président Talon, voilà un président qui est venu. Quand vous prenez son projet de société au programme d'action du gouvernement qui est resté cohérent envers lui-même, mais qui a trouvé également un génie en matière de finances qui s'est réellement inscrit sans faille pendant désormais 9 ans. Vous voyez, théoriquement, nous avons tous de potentiel, mais il faut analyser, voir quel est le potentiel plus adaptable. Et c'est ce que le président Talon a fait. Et nous avons aimé, c'est ce que les présidents des partis politiques ont fait. Nous avons aimé. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de collaborer, c'est de l'aider à mieux gérer le pays et gérer avec lui, comme lui-même en avait demandé. Donc voilà, je pense que c'est le choix idéal. Donc vous voyez un Bénin radieux, un Bénin prospère, un Bénin émergent avec Romuald Wardani. Absolument. Écoutez, c'est un ambitieux. Vous savez, il faut lire un peu le parcours de l'homme, n'est-ce pas, de sa jeune enfance jusqu'à Deloitte, tout en devenant ministre. D'abord, les indiscrétions ont annoncé que déjà sur les bancs, sur les bancs depuis le primaire, il incite ses camarades, par exemple, à l'esprit d'économie, à l'esprit d'affaires. Et voilà, il a pu évoluer et au Bénin, il s'est retrouvé dans les arcades universitaires et en Occident, premier jeune associé Deloitte, il est devenu ministre des Finances et il a montré sa preuve. Il a montré très du moins ses preuves. Et donc, je pense que c'est celui qu'il faut réellement pour notre pays. Et ce qui est bien, j'insiste, c'est le sacrifice que chacun a accepté, consenti. Et je profite de votre tribune pour remercier donc les présidents des différents partis politiques et le président Patrice Talon de l'avoir choisi comme notre candidat. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer de travailler sur des sentiments, sur les émotions. Il faut réellement aller de manière scientifique et aller plus loin. Le Bénin mérite cela. Et l'absence des démocrates ne vous perturbe pas, ne vous gêne pas? Ça ne vous donne pas un goût amer un peu au processus électoral actuellement en cours? C'est désolant l'absence des démocrates, mais la faute est à elle-même. Et au parti, la formation politique. À la formation politique. Vous savez, les démocrates, moi je l'ai dit plusieurs fois, et je l'ai dit à
à un jeune suppléant. Je vais parler du suppléant du président Éric Roumbété, qui est un jeune frère. Je lui ai dit, déjà, ce qui s'est passé à Parakou, Éric a été remplacé dans cette condition. J'ai dit, la fissure va commencer par là. Parce que nous connaissons nos politiciens, nous connaissons à peu près leur psychologie. Et le problème des démocrates, c'est un manque de leadership interne qui a conduit à cela. Et tout ce qui leur arrive, je ne m'en réjouis pas. Au contraire, ça va porter un peu de coup à la fête de la démocratie que constituent les élections et les différentes élections. Mais cependant, c'est eux-mêmes. Ce que j'ai pu leur demander, c'est de se raviser, de mieux développer le leadership à l'interne pour être désormais et très bien au prochain rendez-vous. Très bien, au prochain rendez-vous. Merci à vous, Jean-Marius Gbenou-Rwessou, pour ce moment d'échange. Une petite conclusion. Bon, je voudrais vous remercier d'abord, monsieur le journaliste, remercier Esaü TV, et Esaü Radio. La radio Esaü m'accueillait régulièrement. Tout à l'heure, Tatiana Randa. Avec Tatiana. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour ce pays. Et je voudrais exhorter, n'est-ce pas, notre pays à la paix, à la concorde, à la non-violence. Je voudrais exhorter notre pays à l'unité. Je voudrais inviter les jeunes à se fédérer massivement autour, n'est-ce pas, de la candidature de Romuald Wadaim pour le plébisciter au soir du 12 avril 2026 pour une nouvelle aventure, une aventure rassurante pour notre pays. Merci à vous, Jean-Marius Gbenou-Rwessou. Vous êtes maître S-lettres de philosophie, spécialiste de l'éthique et de la politique, acteur politique soutenant les actions du gouvernement, notamment de la mouvance présidentielle. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers amis internautes, c'est la fin de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV.